Au terme d'une semaine particulièrement chargée, je vous le disais dans les titres, et qui a vu tour à tour Édouard Balladur puis Jacques Chirac présenter leur programme présidentiel, une série de sondages qui a enregistré le bon début de campagne de Lionel Jospin, un effritement de la cote de popularité qui ne profite pas d'Édouard Balladur, qui ne profite pas à Jacques Chirac. Le Premier ministre est ce soir notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez répondre à nos questions en compagnie d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel. Je voudrais pour commencer évoquer une affaire qui continue de défrayer la chronique, l'affaire Maréchal Schuller. Votre service de presse a confirmé que l'hôtel Matignon avait autorisé l'interception de la ligne téléphonique du docteur Maréchal. Pourquoi est-ce que vous avez jugé nécessaire ces écoutes téléphoniques? D'abord, c'est la première fois que le Premier ministre fait un communiqué de ce genre. Je veux bien le faire remarquer par un souci de transparence. En second lieu, les procédures sont parfaitement claires quand il y a urgence. Et urgence demandée par la police judiciaire dans un cas de flagrant délit. Et là, il s'agissait d'une affaire d'extorsion de fonds et donc d'urgence. La procédure est accélérée, mais ensuite la commission de contrôle des interceptions de sécurité doit donner son aval. Elle a été prévenue, et donc ça s'est passé ainsi, et au bout de 6 jours, l'interception a été arrêtée. Tout a été parfaitement régulier et parfaitement légal. Et je répète que c'est la première fois qu'un Premier ministre fait le communiqué que j'ai fait samedi, pour bien expliquer comment les choses se sont passées. Alors, je sais bien qu'on est en campagne électorale, et que donc, oui, je sais qu'on est en campagne électorale, et que donc, toutes les armes sont bonnes. Mais je me permets de rappeler que les problèmes de justice ont été gérés par mon gouvernement avec un scrupule, un souci de transparence totale, et que personne ne peut me reprocher, ni reprocher au garde des Sceaux, Pierre Méhaignerie, d'avoir fait quoi que ce soit pour entraver le cours de la justice. Et dans cette affaire, je répète que les procédures légales ont été scrupuleusement respectées. Monsieur le Premier ministre, les écoutes téléphoniques, normalement, sont prévues, y compris dans les cas d'urgence, quand il s'agit d'affaires d'une extrême importance, le terrorisme ou le grand banditisme, ou bien la sécurité de la France. Apparemment, ce n'est pas du tout une affaire de cette importance. Alors, qui a commis une faute d'évaluation? Non, mais c'est l'usage, parce que c'est quand même pas... Ce genre d'interception existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais il y a eu une loi de 91 qui a réglementé les choses. Dès juillet 91, oui. Bon, l'usage est de l'admettre dans ces cas-là, dans les cas de tentative d'extorsion de fonds et de chantage. L'hôtel Matignon, les collaborateurs du Premier ministre ont uniquement à vérifier la régularité de la procédure. Ils n'ont pas à refaire l'instruction des choses, faute de quoi il n'y aurait plus urgence. Quand on vous téléphone, notamment des affaires de trafic de drogue, pour dire je demande que très rapidement on intervienne parce qu'il y a un flagrant délit, on ne va pas recommencer toute l'instruction de la chose. Je répète que les choses se sont passées de façon parfaitement régulière, et je mets au défi quiconque de prouver le contraire. En tout cas, je veux dire quelque chose. Parce que depuis quelques semaines, il y a effectivement toute une série d'affaires qui sont présentées de façon très pathétique ou émotive. Et je vois très bien pourquoi. Nous sommes en campagne électorale. Je ne dis pas ça pour vous, je m'empresse de vous le dire. Cela ne fait que renforcer ma détermination. Je suis responsable de la gestion de notre pays, dans une période difficile qui est une période de cohabitation. J'ai pris l'engagement de gérer notre pays et de le diriger dans les meilleures conditions possibles jusqu'à la fin. J'assumerai ma responsabilité. Vous aviez rappelé à l'ordre M. Toubon, votre ministre, pour manquement à la solidarité gouvernementale, parce qu'il vous avait demandé de vous expliquer sur cette affaire. Ne regrettez-vous pas en même temps que le ministre de l'Intérieur, dans une réunion publique, ait dénoncé certaines dérives des juges et donc mis en accusation des juges? Est-ce que ce n'est pas des propos regrettables? Madame, je disais tout à l'heure que je rendais hommage à Pierre Méhaignerie pour la façon dont il a géré et affirmé, rappelons-nous ce qu'était la situation il y a 2 ans tout de même en France. Tout le monde paraît oublier ce qu'était la situation de la France il y a 2 ans. L'indépendance et la transparence des procédures de la justice. De la même manière, je tiens à rendre hommage à Charles Pasqua, qui est un excellent ministre de l'Intérieur, grâce auquel l'insécurité a reculé, la lutte contre le terrorisme a connu des succès, et en plus l'aménagement du territoire, qui est une grande idée, est en train d'entrer en pratique. Bien. Cela étant,
les problèmes des rapports de la justice, de la société et de la politique sont des problèmes qui, à notre époque, deviennent extrêmement tendus. C'est pourquoi nous avons fait une série de réformes pour notamment accroître l'indépendance des juges, et nous l'avons scrupuleusement respectée. Mais, dans le cadre de leurs obligations fonctionnelles, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice n'ont pas nécessairement la même orientation. Je dirais que c'est dans une certaine mesure normal. Mais justement, il se trouve que pour faire l'arbitrage, il y a un Premier ministre, et qu'il le fait. Pour en terminer avec ce premier sujet, en deux mots, le juge Jean-Pierre, qui est maintenant député européen sur la liste de Philippe de Villiers, a dit aujourd'hui qu'en somme, votre gouvernement, vous-même, vous faisiez aussi mal que les socialistes en ce qui concerne les affaires d'écoute téléphonique. Eh bien, écoutez, je le mets au défi de le prouver. Je le mets au défi de le prouver. Moi, j'ai ma conscience pour moi dans cette affaire, et je n'accepterai pas d'être mis en cause, je le répète, dans n'importe quelle condition. Alors, si quelqu'un peut prouver que mon gouvernement n'a pas respecté scrupuleusement les règles de la déontologie et de la morale et du respect des droits des personnes en la matière, qu'il vienne ici, invitez-le, demandez-lui des explications et qu'il apporte ses preuves. Et à ce moment-là, vous me réinviterez, si le CSA le veut bien, et je répondrai. Monsieur le Premier ministre, toute une série de sondages ont été publiés cette semaine. Ils marquent une érosion de votre cote de popularité. On savait qu'après la déclaration de votre candidature, les sondages allaient baisser. Est-ce que vous avez été surpris par l'importance de cette baisse? Importance inégale selon les instituts, tout de même. Je voudrais simplement faire une observation. Quand les sondages étaient très bons, ce qui a été quand même assez fréquent, on disait les sondages, ça pollue la démocratie, il ne faut pas en parler. Ils commencent à être moins bons pour toute une série de raisons. D'ailleurs, l'affaire des IUT, j'espère que nous en parlerons. Oui, on va en dire un mot. L'affaire Schuller, j'espère que nous en parlerons aussi. L'ouverture de la campagne. Et on dit, ah oui, il baisse, il baisse. J'ai qu'une chose à vous répondre, monsieur. Les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, et si elles le restent, je crois que tous les autres échangeraient bien leur sondage avec les miens. Mais à votre avis, c'est le jeu normal de la campagne ou il y a une sorte de désamour, j'allais dire, à l'égard d'Édouard Balladur, à votre avis? Est-ce que c'est un mouvement de fond ou c'est normal? Écoutez, ça je ne sais pas, je ne vais pas poser la question en termes de sentiment. Je crois que c'est le jeu normal de la campagne. Je n'ai jamais cru à des résultats hyperboliques. La France est la France, avec ses traditions, avec les convictions de chacun, ses attitudes, ses attachements sentimentaux. Vous savez, la politique, c'est bien souvent bien plus une affaire de sentiments que de raison ou de logique. Et la France étant la France, lorsqu'on lisait dans les sondages il y a quelques mois qu'au second tour, le candidat de la majorité ferait 60-65% des voix contre un candidat qui serait celui de l'opposition, je n'y ai pour ma part jamais cru. Les choses se reclassent, et se reclassent tout à fait normalement. Alors, il y a un autre point qui a été soulevé, évidemment, ces derniers jours, qui est l'affaire des IUT. Et à propos des IUT, et du fait qu'il y a eu une circulaire, et puis que finalement le gouvernement la retire, etc., on a posé la question de ce qu'on appelle la méthode Balladur. Oui. Alors, est-ce que la méthode Balladur, c'est le repli élastique? Pas du tout. C'est le respect du citoyen. Et d'ailleurs, si je cherchais une démonstration du bien fondé de cette méthode, je la trouverais dans ce que vous venez de dire. De quoi s'agit-il? Le gouvernement a une politique. Nous sommes en République, c'est le gouvernement qui doit fixer la politique de l'université et de l'école, et c'est pas l'administration. La politique est parfaitement claire, telle que je l'ai arrêtée en accord avec François Fillon, le ministre de l'Université. Il n'y a pas deux catégories de jeunes. Ceux qui sont faits pour les études courtes, qui n'ont droit qu'aux études courtes, et qui, une fois qu'ils ont terminé leurs études courtes, doivent se trouver bien contents qu'on leur offre un emploi. Et puis les autres, les privilégiés, qui auraient lieu de droit à des études longues et qu'ils poursuivraient, tandis que leurs camarades des IUT n'auraient pas le droit à des études longues. C'est totalement contraire à ma conception des choses, de la justice, de l'équité, de la liberté. Je constate au contraire que beaucoup de jeunes suivent les cours des IUT pour avoir un diplôme qui leur permette d'assurer leur avenir professionnel, mais en même temps, ensuite, ils veulent pouvoir aller dans une autre direction. Il ne faut pas les en empêcher. Une circulaire administrative a fait naître le doute. Eh bien, cette circulaire devait être revue et j'ai décidé qu'elle le serait et elle l'est. C'est parfaitement clair, c'est le gouvernement qui fixe la politique. Et si je voulais chercher une démonstration du bien fondé de ma façon de faire, je la trouverais là.
Si une simple circulaire met en pareil émoi des milliers et des dizaines de milliers de jeunes, est-ce que ça ne prouve pas qu'il faut discuter et dialoguer pour essayer de comprendre avant de décider? Le monde a changé, Alain Duhamel, vous le savez aussi bien que moi. Nous ne parlons pas à nos enfants comme nos parents nous parlaient. Est-ce que vous croyez que dans les entreprises, aujourd'hui, y compris à France 2, on commande comme on commandait il y a 20 ans, de façon péremptoire et autoritaire? Tout ça, c'est terminé. À France 2, sûrement pas. Tout ça, c'est terminé. C'est la démocratie moderne, c'est le dialogue et c'est le contrat. Et je n'ai pas du tout l'intention de changer de méthode. Et je vous dirai même plus. Une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de présenter ma candidature, c'est que d'abord, je suis persuadé que la France a besoin, outre toutes celles que nous avons faites et qui sont considérables, de grandes réformes. Peut-être en parlerons-nous. Mais qu'elle a également besoin de paix sociale et que ma méthode est la meilleure pour avoir la paix sociale. Et c'est justement l'une des justifications, à mes yeux, de ma candidature. Donc à ceux qui vous disent que vous ne savez que reculer, que vous faites 2 petits pas en avant, 2 pas en arrière, que vous manquez de courage, qu'est-ce que vous certains répondez? ont fait de grands pas en arrière il y a quelques années, après des drames. Valéry Giscard d'Estaing, dans un article qui vous a consacré vendredi dans Libération, qui n'était pas particulièrement charitable, vous a reproché dans l'expression et la présentation de votre projet de manquer du sens de ce qu'il appelle les actes forts. Au fond, vous ne seriez, c'est quelque chose qu'on entend, au fond, vous ne seriez quelqu'un de pas assez franchement réformiste, ne prenant pas assez de risques. Qu'est-ce que ça vous incite à dire? D'abord, je constate quelque chose. C'est que dans cette campagne qui s'ouvre, où il y a déjà presque une dizaine de candidats, ils ont tous un point commun, tous sauf moi. C'est de s'en prendre à moi. Vous me direz que c'est normal, je suis Premier ministre. Donc tout ce qui ne va pas bien dans notre pays m'est imputé, ce qui est légitime d'une certaine manière. Premier point. Deuxième point. Nous avons fait, je le répète, des réformes très importantes qu'on attendait depuis des années. La réforme du Code de la nationalité, la réforme des retraites ou celle de l'aménagement du territoire, ou celle de la justice. Il y a des réformes très importantes qu'il faut faire à l'avenir. Je ne vais pas en faire l'énumération devant vous. Mais la réforme de l'assurance maladie ou celle du premier cycle de l'enseignement supérieur ou l'allocation dépendance, voilà des réformes importantes. Bien. Alors que propose-t-on d'autre? J'écoute. Que propose-t-on? J'entends certains dire il faudrait augmenter tous les salaires beaucoup. Bien. Est-ce qu'on direct, c'est ça l'idée de augmenter les salaires directs. On est sûr des effets que cela aurait sur l'emploi? J'ai été le premier à dire que les salaires directs étaient d'un montant trop faible dans notre pays et qu'il fallait alléger les cotisations des entreprises pour permettre l'augmentation des salaires. Il se trouve que nous sommes dans une situation d'emploi qui est maintenant, je l'espère, stabilisée, avant la décrue du chômage, qui fait qu'on ne peut pas dire comme ça de façon autoritaire, il faut augmenter les salaires. Bien. D'autres disent il faut une baisse brutale des cotisations de 60-80 milliards pour permettre aux entreprises d'avoir moins de charges. Ils disent qu'il faut alléger les charges plus que vous-même ne suggérez de le faire. Plus que je ne le fais. Mais alors je pose la question, où trouve-t-on les 80 milliards pour supprimer les charges des entreprises? Est-ce qu'on veut augmenter le déficit du budget de l'État? Ou est-ce qu'on veut créer 3-4 points de TVA ou 1,5 point de CSG? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire en ce moment? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Et d'autres disent ah, mais il faut laisser croître normalement, naturellement, les dépenses d'assurance maladie dans tous les pays au monde. Quand vous dites d'autres, là en l'occurrence c'est Jacques Chirac qui dit que la priorité n'est pas de contenir les dépenses, mais de veiller à ce que l'évolution économique permette de revenir à l'équilibre naturel, avec moins de chômeurs. Oui, dans la situation de la France d'aujourd'hui, avec 275 milliards de déficit budgétaire, nous l'avons réduit de 65 milliards, mais il en reste 275. Avec 50 milliards de déficit des comptes sociaux, c'était 110, enfin c'est encore 50. La priorité, c'est de réduire les déficits, faute de quoi nous ne réglerons jamais le problème du chômage. Voilà ma conviction profonde. Et pour réduire les déficits, nous l'avons fait dans toute une série de secteurs. Je vous rappelle l'assurance chômage, ce qu'on y est convenu d'appeler la médecine ambulatoire, c'est-à-dire la médecine de ville, les retraites. Il faut une action constante de conviction et de dialogue, là aussi. On peut s'engager, comme vous le dites, à dire qu'il faut absolument réduire les déficits, tout en disant effectivement par ailleurs que la fiscalité ne doit pas augmenter. C'est possible?
Écoutez, il faut faire les deux choses à la fois. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Nous avons réduit la fiscalité, notamment sur l'impôt sur le revenu, et en même temps, nous avons réduit les déficits. Mais tout est une question de mesure. Moi, ce que je constate, n'est-ce pas, on nous avait dit que la campagne électorale serait l'occasion d'un débat de société. Je n'ai pas encore aperçu la description d'une société fondamentalement différente de celle que je propose, dans laquelle il y ait davantage d'égalité des chances, davantage de liberté pour les citoyens et une plus grande influence de la France dans le monde. Ce sont les trois axes de mes propositions. En revanche, il peut y avoir des désaccords, bien entendu, sur les façons d'y parvenir, et c'est parfaitement légitime. Et j'aimerais que nous puissions en parler. Moi, j'ai fait toute une série de propositions. Par exemple, l'allocation parentale d'éducation dès le premier enfant, qui est une chose fort importante pour la liberté de chacun. Par exemple, de donner à chacun le droit de faire 3 années de formation supplémentaire au cours de la vie pour avoir une seconde chance, pour pouvoir se reclasser mieux. Autre exemple, par exemple la prime pour l'achat d'un premier appartement par les jeunes ménages, une prime qui remplacerait toutes les aides existantes. On peut débattre de tout ça, on peut dire que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est assez, que c'est trop, mais je ne vois pas dans tout ça la description d'une autre société. Nous devons avoir une autre société dans laquelle, je le répète, il y ait plus d'égalité, plus de liberté, mais je ne vois pas de désaccord jusqu'à présent entre les différents candidats sur ce point. C'est plutôt une question de mesures à prendre. Quand vous dites les différents candidats, vous pensez à Jacques Chirac ou bien ou Philippe de Villiers ou bien vous pensez aussi à Lionel Jospin? Il n'a pas encore dit grand-chose. Il a un petit peu parlé quand même. Il a un peu parlé, mais il n'a pas encore dit grand-chose. Nous verrons bien s'il entend prendre la suite des 14 années de septennat socialiste que nous venons de vivre, ou s'il entend prendre une autre direction. Lorsque je le saurai, je vous répondrai. À plusieurs reprises, vous avez dit, au fond, les mesures, nous avons déjà commencé. Alors, on vous a un peu reproché dans la présentation, justement, de votre programme, de manifester, j'allais dire, une certaine continuité. On dit, c'est la continuité. On a dit, ce programme, c'est le programme d'un Premier ministre qui veut continuer à Matignon, et ça manque de souffle présidentiel. Alors, vous manquez de souffle présidentiel? Alors, ça, je suis mal placé pour vous répondre, mais je vais vous répondre sur les autres points. D'abord, le bilan de ce gouvernement, ça compte tout de même. S'il était mauvais, tout le monde en parlerait. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'il est excellent. J'avais pris un engagement quand je suis arrivé, il y aura bientôt 2 ans. Laisser la France, quand je quitterai ma fonction, donc dans 2 mois et demi, en meilleur état que je ne l'ai trouvé. Cet engagement est tenu d'ores et déjà aujourd'hui. Philippe Séguin dit que ce n'est pas le débat, au fond. On ne discute pas du bilan. S'il était mauvais, on en discuterait de ce bilan. Je peux vous le promettre. Si on n'en discute pas, c'est qu'il est jugé convenable. Convenable, je ne dis pas bon. Bien. Donc je laisserai le gouvernement de la France en meilleur état que je ne l'ai trouvé. Ça, c'est une chose sûre. Bien. À partir de là, il faut aller plus loin, je vous l'ai dit, faire une série de réformes. J'ai voulu proposer un certain nombre de mesures importantes dans ma conférence de presse. Alors on m'a dit, ah oui, mais vous vous comportez comme un Premier ministre. Je voudrais vous demander, Arlette Chabot, qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se présente devant les Français pour leur dire « faites-moi confiance pour 7 ans » et qui ne leur dirait pas où il va les conduire, qui ne leur dirait pas ce qu'il compte faire avec le gouvernement et la majorité pour que l'égalité des chances soit mieux assurée, qui ne leur dirait pas ce qu'il compte faire pour que la France soit plus influente en Europe ou dans le monde, qui ne leur dirait pas comment il va assurer davantage de liberté aux Français. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Dire « votez pour moi et je ne ferai rien et je ne dirai rien ». C'est absurde. Absurde. Sur ce thème précis, justement, Jacques Chirac explique que selon lui, il y a 2 conceptions de la présidence, qu'il y a la sienne, qui serait au fond un retour à la pratique du général de Gaulle, où le président inspirerait, orienterait, mais ne gérerait pas. Et puis il y a la vôtre, dit-il, qui serait celle d'une sorte de super Premier ministre. Vous voyez cette différence ou vous ne la voyez pas? Non, pas du tout, je ne la vois absolument pas. Tout ça, ce sont des mots. D'ailleurs, tous les candidats présidentiels proposent des mesures sur le logement, sur les salaires, sur l'assurance maladie. Tout le monde fait la même chose, et c'est à juste titre. L'élection présidentielle, ce n'est pas un chèque en blanc qu'on demande en français. Voilà, je viens devant vous, je vous parle, je ne vous dis rien de ce que je ferai, faites-moi confiance et votez pour moi. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. L'élection présidentielle, c'est d'abord un projet que les Français approuvent ou n'approuvent pas, et c'est ensuite un homme ou une femme auquel il faut confiance ou auxquels ils ne font pas confiance. Et voilà.
Il y a, d'un mot, il y a 2 points précis sur lesquels Valéry Giscard d'Estaing, dans l'article dont on parlait, vous reprochez au fond de ne pas être assez hardi et même d'être plutôt en arrière par rapport à ce que vous laissiez entendre avant, et qui sont le quinquennat présidentiel. Il dit, il m'avait écrit qu'il était pour, maintenant il est contre, et les réformes, en ce qui concerne les réformes des institutions européennes, il vous reproche au fond de ne pas vouloir leur donner assez d'ampleur. Est-ce que sur ces 2 points, vous avez une réponse à lui donner? Je ne voudrais pas que notre conversation de ce soir fût consacrée exclusivement à répondre toutes les reproches ou toutes les critiques qui peuvent m'être faites. Ce sont 2 points importants et dont on ne parle pas tellement, finalement. Vous avez choisi le septennat non renouvelable, finalement. Je vais donc vous répondre, mais je souhaiterais, bien entendu, je suis là pour ça, mais je souhaiterais de ne pas me définir nécessairement par rapport à tous les autres, puisque comme je vous l'ai dit, comme leur point commun à tous, c'est de s'en prendre à moi. Si je passe mon temps à répondre à tout le monde, je n'aurai jamais le temps de dire ce que je souhaite, ce que je pense et ce que je veux pour notre pays. Alors je vais vous répondre quand même. Premier point, la durée du mandat présidentiel. J'ai longtemps, c'est vrai, été pour le quinquennat renouvelable. Mais y ayant réfléchi, je me rends compte que ça risque de présenter un danger de modification de nos institutions. Et qu'il vaut mieux, je pense, que le président ait un mandat plus long. D'autre part, je crois que 14 ans, c'est beaucoup trop long. Et dans ces conditions, j'en suis venu à l'idée, mais je dis mon inclination, je n'ai pas dit ma décision, que c'était peut-être le septennat non renouvelable qui était la meilleure formule. Mais j'ai dit également que le problème serait débattu au Parlement. Il aura à débattre pour dire ou bien on ne change rien, ou bien on fait le quinquennat, ou bien on fait le septennat non renouvelable. Ça sera complètement ouvert ou bien vous indiquerez une préférence? J'indiquerai ma préférence, mais ça sera ouvert, bien entendu. Il appartiendra au Parlement de faire... C'est-à-dire que s'il y avait une majorité qui se dégageait au Parlement pour le quinquennat, vous accepteriez, par exemple, de poser ensuite la question par référendum? Absolument. Je la posais, ce serait d'ailleurs différent de ce qui s'est fait depuis 20 ans, parce que j'observe qu'un certain nombre de partisans du quinquennat ont quand même eu l'occasion, depuis 20 ans, de poser la question au peuple, depuis 20 ans que c'est voté, et ne l'ont pas fait. Alors vous me posiez une deuxième question sur l'Europe. Au fond, il vous reproche de manquer d'ampleur dans l'idée des réformes institutionnelles. Mais écoutez, nous sommes en train de préparer la conférence intergouvernementale de 96. Les objectifs sont clairs. L'Europe s'élargit, il faut adapter ses institutions. Comment? Il faut que le Conseil des ministres ait un rôle d'impulsion plus nettement marqué. Il faut que les procédures devant l'Assemblée soient plus simples, elles sont incompréhensibles aujourd'hui. Il faut que les parlements nationaux soient mieux associés. Tout cela, je l'ai dit, et tout cela, si les Français me font confiance, je le ferai. Je ne vois pas très bien ce qu'il faut faire de différent. Monsieur Balladur, au cours de la présentation de son projet présidentiel, Jacques Chirac a été relativement sévère tout de même avec le bilan de la France. Il dit la machine est en panne. Toute la semaine, il y a eu des attaques croisées entre balladuriens et chiraciens. Qu'est-ce que vous décidez de faire? De les ignorer? Mais qu'est-ce que je fais, selon vous, monsieur, depuis une vingtaine de minutes que je suis devant vous? Vous ne répondrez donc pas à Jacques Chirac? Tout de même sur l'analyse, c'est vrai que, je veux dire, il y a une vraie réflexion, une analyse de fond différente sur l'état de la France aujourd'hui. C'est vrai, vous vous dites la France effectivement va mieux, et certains disent en face la France va mal, comme le rappelait Étienne à l'instant. Il y a une vraie fracture sociale. Est-ce que vous ressentez vous-même cette vraie fracture sociale en France? Mais bien entendu, nous avons plus de 3 millions de chômeurs. Vous n'attendez pas que je vous dise que je m'en satisfais, que je trouve ça bien. Nous avons arrêté la dégradation du chômage, je pense maintenant pouvoir le dire, en 1994. Mais nous avons un immense chemin à faire. J'ai fixé un objectif, 200 000 chômeurs de moins par an pendant 5 ans, pour avoir 1 million de chômeurs de moins au bout de 5 ans. Ce n'est pas une promesse que je fais, c'est un objectif que nous devrions nous fixer, pour être à peu près comparable aux autres pays. D'autre part, toutes les mesures que j'ai proposées pour les chômeurs en fin de droit, pour la deuxième chance pour tous, pour la baisse des cotisations d'assurance maladie, pour baisser le coût du travail, tout cela va dans le sens de la diminution du chômage. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Je ne prétends pas que tout est réglé dans notre pays. Ce serait absurde et mensonger que de le dire. Je dis simplement, quelque chose a été fait, nul ne peut le nier. Quand nous sommes arrivés, il y avait la récession économique. Aujourd'hui, il y a 3% de croissance. Quand nous sommes arrivés, il y avait 30 000 chômeurs de plus tous les mois. Aujourd'hui, nous avons, fin 1994, stabilisé le chômage et nous allons, je l'espère, commencer à le réduire. Il y a quand même des choses qui vont mieux. La sécurité va mieux qu'elle n'allait. Les problèmes de l'agriculture française ont été en large partie réglés parce que nous avons gagné la négociation du GATT
Alors, vous savez, c'est comme l'affaire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je dis qu'il est à moitié plein. Bon, d'autres peuvent dire qu'il est à moitié vide, mais finalement, c'est la même situation qui est décrite. Au second tour, vous vous attendez à ce qu'il y ait un représentant de la majorité et Lionel Jospin, ou est-ce qu'à vos yeux, il y a une vraie chance ou un vrai risque, ça j'en sais rien, qu'il y ait deux représentants de la majorité? Je voudrais vous dire quelque chose, c'est que nous avons perdu déjà 2 élections présidentielles, en 81 et en 88. Nous les avons perdues, quoi qu'on dise, parce que nous étions divisés. Je souhaiterais donc que la campagne qui commence depuis quelques semaines ne prenne pas un tour trop venimeux, et inutilement venimeux, parce qu'après tout, c'est pas ce que les Français attendent. Je sais bien qu'ils aiment bien un peu le spectacle de temps à autre, et qu'une campagne électorale présidentielle, il y a une part de spectacle, mais ce qu'ils veulent, c'est du sérieux. C'est La Bruyère qui le disait, les Français attendent du sérieux de ceux qui les gouvernent. Il avait bien raison. Mais c'est un humoriste. Oui, mais il avait raison quand même. Donc, nous avons perdu 2 fois, j'aimerais bien qu'on ne perde pas une 3e. Et pour ne pas perdre une 3e, il faut que nous soyons le plus rassemblés possible et que nous évitions toutes les humeurs inutiles et toutes les méchancetés inutiles et tous les coups inutiles. Alors, à partir de là, la France est la France, avec sa tradition, avec ses équilibres. Faut pas, la gauche a été très sévèrement battue comme jamais dans son histoire en 93. Enfin, il y a déjà 2 ans. Et elle a refait une partie de ses forces. Donc la normale, ce serait qu'il y ait un candidat de la majorité face au candidat des socialistes. D'ailleurs, comme le problème, c'est de sortir ou de ne pas sortir des 2 septennats socialistes, nul ne serait mieux placé pour en débattre que celui qui se présentera dans la continuité de ces septennats. Ce qui n'est, je vous le signale, pas mon cas, car contrairement à ce que j'entends parfois, je ne suis pas le dernier Premier ministre socialiste de M. Mitterrand, mais je suis le Premier ministre qui, en 1993, ait pris la responsabilité d'engager la France dans une voie nouvelle. Et votre adversaire, c'est Lionel Jospin ou Jacques Chirac? Écoutez, madame, vous me posez... ce que vous venez de dire. Non, mais je veux dire, sérieusement, vous dites on doit être rassemblés, on doit éviter la gauche, Vous me posez etc. des questions. Je souhaite qu'on sorte des 2 septennats socialistes. Je souhaite qu'on tourne à la page. À partir de là, celui qui, à mon avis, se présente comme étant le continuateur de ces 2 septennats socialistes est celui qu'il faut affronter. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce qui signifie que si, par hypothèse, par exemple, il y avait un second tour entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, vous appelleriez à voter résolument, massivement et énergiquement en sa faveur. Mais bien entendu. Et je suis sûr qu'il ferait la même chose. Vous devriez lui poser la question. On lui posera sûrement quand on le recevra ici. Et nous recevrons de nombreux candidats à l'élection présidentielle. Je voudrais avoir votre réaction sur une information. Philippe Séguin a déclaré tout à l'heure à 7 sur 7, en marge précisément de l'affaire Maréchal Schuller, par laquelle nous commencions cette interview, qu'il souhaitait, s'il n'y avait pas d'explication de la part des responsables de l'État, en l'occurrence l'Élysée pour les écoutes 83-86 et l'hôtel Matignon pour l'affaire Maréchal Schuller, qu'il souhaitait qu'une commission d'enquête sur ces questions soit mise en place. Ces explications, je vous les ai données. On verra bien si elles sont jugées suffisantes. Moi, je vous ai dit tout ce que je savais, en tout cas. Et je n'en sais pas plus. Merci beaucoup, Édouard Balladur. Merci, Arlette Chabot. Merci, Alain Duhamel. Je vous précise que demain soir, c'est Raymond Barre qui sera l'invité de La France en direct.